Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Dans l'actualité ce soir, nous parlerons du Burundi où l'ONU dénonce des violations des droits de l'homme et des crimes contre l'humanité. Au Rwanda, Paul Kagame et son parti au pouvoir obtiennent 74% des suffrages aux dernières législatives. Un parti de l'opposition pourrait également faire son entrée au Parlement. Et puis ici aux États-Unis, ces chiffres qui font peur. Dans le mariage, 78 000 enfants de 15 à 17 ans sont mariés ou l'ont été récemment. De graves violations des droits de l'homme, donc des crimes contre l'humanité, se poursuivent sans relâche au Burundi. C'est le constat des enquêteurs de l'ONU qui tirent aujourd'hui la sonnette d'alarme. Les experts de l'ONU pointent par ailleurs les appels récurrents à la haine et à la violence de la part d'autorités, notamment du président Pierre Nkurunziza et des membres du CNDD-FDD, le parti au pouvoir. La commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi a été établie en 2016 par le Conseil des droits de l'homme. Pour plus de précisions sur ce rapport, Abdourahmane Dia a joint à Genève Françoise Hampton, une des membres donc de la commission. On l'écoute. Il y a une continuation des violations qu'on avait constatées l'année dernière, c'est-à-dire des exécutions arbitraires, des arrestations et détentions arbitraires, des cas de torture et d'autres traitements cruels et inhumains, des violences sexuelles et des violations des libertés publiques. Et aussi, cette année, on a examiné la question des droits économiques et sociaux et on a trouvé qu'il y avait des violations de ces droits-là aussi. Oui, justement, en parlant de méthodologie, est-ce que vous avez pu vous rendre sur place? On aurait voulu nous rendre sur place, mais malheureusement, depuis le début, parce que la première itération de la commission d'enquête, c'était de 2016 à 2017, et depuis le début, le gouvernement nous a refusé la permission de venir au Burundi. C'est dommage, mais ça ne nous empêche pas d'enquêter. Je ne vois pas pour quelle raison la crédibilité dépend d'être dans un pays. Ce qui compte, c'est avoir des contacts avec les gens qui ont été victimes ou témoins de ce qui se passe, y compris des gens qui étaient proches au pouvoir. Et pour approfondir notre discussion sur ce sujet, nous accueillons sur ce plateau donc Frédéric Oudikidje, journaliste de la VOA. Bonsoir Frédéric et bienvenue. Bonsoir. Alors, vous couvrez et suivez l'actualité au Burundi en tant qu'observateur averti. Comment peut-on évaluer la crédibilité d'un tel rapport, surtout comme on le suivait tout à l'heure, l'ONU n'a pas été sur place? Ce n'est pas évident de pouvoir confirmer ou alors infirmer ce rapport, mais d'ores et déjà, nous connaissons que les experts de l'ONU sont des gens qui ont des connaissances requises pour pouvoir conduire des investigations pareilles. Seulement, il y a un petit problème, comme Madame l'a dit tout à l'heure. Les experts de l'ONU ne se sont pas rendus au Burundi. Alors, ils doivent avoir leur source à eux. Alors, vous avez parlé aux autorités burundaises après la publication de ce rapport. Quelles sont leurs réactions? J'ai parlé effectivement avec le ministre des Droits de l'Homme ce matin, M. Martin Nivyabandi, qui renie catégoriquement le contenu de ce rapport. Il dit que c'est un rapport qui se produit chaque fois que le Burundi approche des séances politiques importantes. Il dit que c'est un rapport qui est copié quelque part et collé quelque part, comme les rapports précédents l'ont été. Alors, mais tout de même, si ces violations et crimes contre l'humanité sont avérés, qu'a-t-il lieu de faire pour mettre fin à cela? Au cas où ce serait avéré, il est évidemment important de continuer les pourparlers. On a appris que donc il y aura une sorte de négociation, 5e séance, je crois, qui va avoir lieu au mois de septembre, soit à Arusha, soit à Kampala. Et on espère que donc les Burundais pourront conclure une sorte de paix ou alors d'accord.
Alors sinon, en 30 secondes, quel est l'environnement politique, social en ce moment dans le pays? Dans le pays, il y a, d'après les rapports, un certain progrès par rapport à 2015. Et ça a été même confirmé par le Conseil de l'ONU qui a constaté qu'il y a un progrès, mais qu'il y a toujours des inquiétudes. Merci Frédéric Nkoudji d'être venu. Ce sera un plaisir de vous avoir la prochaine fois. Merci beaucoup. On reste dans la région. Un parti rwandais d'opposition va entrer au Parlement à l'issue des législatives de lundi, selon des résultats provisoires publiés mardi. Une victoire symbolique qui ne remet toutefois pas en cause l'hégémonie du président Paul Kagame et de sa formation politique. Les précisions avec Irénée Herman Ongbo. Le Parti démocratique vert de Franck Habineza, seul parti d'opposition reconnu, a obtenu 2 sièges de députés sur les 80 que compte la Chambre basse du Parlement. 53 des 80 sièges étaient mis en jeu aux législatives de lundi, lors desquelles quelques 7 millions de Rwandais ont voté. Le parti politique PL a obtenu 7% des voix. Le FPR a obtenu 74%. Le Parti vert a obtenu 5%. 27 sièges sont réservés aux femmes, aux jeunes et à des handicapés physiques, élus par des conseils, comités et organisations spécifiques. La coalition dirigée par le Front patriotique rwandais FPR a obtenu 40 sièges en légère baisse par rapport au scrutin d'il y a 5 ans, tandis que 3 autres partis soutenant la politique du gouvernement se partagent les sièges restants. La victoire symbolique du Parti vert n'affectera toutefois pas la mainmise du FPR et de ses alliés sur le Parlement. Les résultats définitifs de ces élections sont attendus le 16 septembre. En Mauritanie, les résultats des élections législatives régionales et locales du 1er septembre ne devraient pas être connus avant la fin de cette semaine. C'est ce que fait savoir la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en précisant qu'elle prendrait le temps qu'il faut pour publier des résultats crédibles. La CENI est sous pression de l'opposition qui l'accuse de favoriser les partis de la majorité. Des allégations démenties par son président Mohamed Val Ould Belal. En République démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle a confirmé la décision de la Commission électorale nationale indépendante qui avait déclaré le mois dernier irrecevable le dossier de candidature de l'ancien Premier ministre Antoine Kizenga, 94 ans. La Cour reproche à son parti politique, le parti Lumumbiste unifié, d'avoir fait signer les fiches constitutives du dossier par une personne qui n'avait pas la qualité. Le dossier de candidature de Jean-Paul Moka a également été rejeté pour faute de preuve de paiement de 100 000 $ de caution non remboursable. Toujours en RDC, l'épidémie d'Ebola a atteint la ville de Butembo dans la région de Beni. Un nouveau cas de décès y a été découvert, augmentant la crainte de l'expansion de la maladie qui a déjà fait au moins 77 morts dans l'est du pays. Au Cameroun, pas moins de 5 militaires ont été blessés et 2 personnes tuées au cours d'une attaque dans l'extrême nord du pays. Selon des sources contactées par notre correspondant sur place, l'attaque attribuée au groupe djihadiste nigérian Boko Haram est survenue dans la nuit de mardi à mercredi dans la localité de Malumri, dans la commune de Kolofata. Kolofata a été à plusieurs reprises la cible d'attaque des éléments de Boko Haram. Les attaques attribuées à Boko Haram au Cameroun ont fait au moins 135 morts civils depuis janvier 2018, selon une estimation du think tank International Crisis Group. Attaque toujours, mais cette fois au Burkina Faso, au moins 2 soldats ont été tués tôt ce matin dans le pays quand leur véhicule a sauté sur une mine à Pama dans l'est du pays, une zone frontalière du Bénin et du Togo. 6 autres militaires ont été blessés, donc 2 brièvement. Il y a une semaine, 7 soldats avaient également été tués lorsqu'un véhicule des forces de défense et de sécurité allant en renfort au poste de gendarmerie de Pama avait explosé sur une mine artisanale.
L'influence chinoise gagne du terrain au Malawi après l'établissement des relations diplomatiques par les deux gouvernements il y a 12 ans. Beaucoup de ressortissants malawites veulent apprendre le mandarin dans l'espoir de se rendre en Chine à l'avenir. Les précisions avec Irénée Herman Umbo. Institut Confucius au Malawi. C'est ici que les amoureux de la culture chinoise se donnent rendez-vous pour apprendre le mandarin. Le professeur Fan Jianghua est le directeur de cet institut qui offre ses cours de mandarin. Étudiants, fonctionnaires, diplomates et hommes d'affaires prennent part aux activités de l'institut dans 25 centres répartis dans 4 villes du pays. Nous savons que beaucoup d'entreprises chinoises offrent des possibilités d'emploi. Si vous savez comment parler, lire et écrire la langue chinoise, il vous sera beaucoup plus facile de trouver un emploi dans ces entreprises. L'introduction du mandarin au Malawi est pour le professeur Fan Jianghua et son équipe une belle occasion pour promouvoir la diversité culturelle chinoise. Ils offrent à leurs apprenants une kyrielle d'opportunités. Lorsque vous apprenez la langue chinoise, vous avez de meilleures chances d'obtenir des bourses du gouvernement chinois pour poursuivre vos études en Chine. En août, l'ambassade chinoise au Malawi a offert 1000 bourses aux étudiants du pays. Ceux de l'Institut Confucius qui obtiendront une bourse seront exemptés de la première année de langue. Le centre est cependant en négociation avec les radios locales en vue de promouvoir des cours de mandarin sur les ondes. Professeur Fan Jianghua souhaite étendre son programme à tout le Malawi. Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump a qualifié de fraude et de tentative de tromper le public les anecdotes et confidences contenues dans le dernier livre de Bob Woodward du Washington Post. Donald Trump s'est demandé si ce célèbre journaliste d'investigation n'était pas un agent démocrate. Dans des extraits de ce livre, Bob Woodward parle concernant les 19 premiers mois de l'administration Trump de coups d'État administratifs et de dépression nerveuse. Journaliste réputé, Bob Woodward avait déjà révélé dans les années 70 avec Carl Bernstein le scandale du Watergate qui avait alors conduit l'ancien président Richard Nixon à démissionner. On reste aux États-Unis. Les Nations Unies considèrent que le mariage avant 18 ans est une violation des droits fondamentaux de la personne. Même si cette pratique est plus courante dans les pays pauvres, elle reste encore une réalité ici aux États-Unis. Des chercheurs de l'Université de Californie ont trouvé que 78 000 enfants américains âgés de 15 à 17 ans sont mariés. Un reportage d'Elisabeth Lee rendu par Raïssa Gironda. Sarah Tasnim a été forcée de grandir plus vite que les enfants de son âge. À 15 ans, son père l'a donnée en mariage à un homme de 28 ans. Mon père était très impliqué dans une sorte de culte différent de la religion musulmane. Pour lui, c'est le rôle d'une fille de devenir épouse et mère. Tasnim est un surnom pour protéger l'identité de notre interlocutrice. Elle a été religieusement mariée à l'homme qui lui a fait quitter sa famille. Ainsi, nous avons quitté les États-Unis pour aller dans son pays d'origine et revenir 6 mois après lorsque j'étais enceinte. Et à 16 ans, nous étions mariés. L'expérience de cette adolescente n'est pas unique aux États-Unis. Une étude des données du Bureau de recensement américain montre que de 2010 à 2014, quelques 78 000 enfants américains entre 15 et 17 ans ont été mariés. C'est un problème parce qu'ils ont tendance à ne jamais finir l'école. 31% d'entre eux finissent dans la pauvreté à l'âge adulte et pour les filles, leur santé est menacée à l'accouchement et leurs enfants aussi ont une santé fragile. Les garçons aussi se marient très jeunes. L'étude montre qu'un nombre plus élevé d'enfants d'origine amérindienne ou chinoise ont été mariés. Mais il y a des mariages d'enfants dans tous les groupes ethniques ou pays d'origine. Les chercheurs de Californie espèrent que l'histoire de ces survivants pourrait aider le public à mieux prendre conscience des effets des mariages précoces. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie. Quel rôle pour les femmes dans le boom de la technologie? Au Cameroun, une enseignante a décidé de s'assurer qu'elles jouent bien leur partition. Et dans le même registre, nous ferons une incursion dans le monde des jeux vidéo auxquels s'intéressent les handicapés. En sport, football, 1 an de suspension et une amende de 5 000 $ pour le sélectionneur adjoint du Nigeria. Tout de suite, des nouvelles tech et comme chaque mercredi, c'est Arzouma Compaoré qui tient la manette. Bonsoir Arzouma. Bonsoir John et bonsoir à tous les technophiles qui nous rejoignent comme chaque semaine. Allons tout de suite en Tanzanie, plus précisément à Dar es Salaam, où a eu lieu le TanTech 2018 la semaine dernière. Cet événement de 3 jours a été organisé par l'Université Saint-Joseph avec la participation de 23 équipes d'étudiants venus présenter leurs innovations. Le thème de cette année était « Connecter la science, la technologie, l'ingénierie et les maths à l'humanité ». C'est l'équipe de Sophia Jeanne qui est finalement repartie avec le prix de la meilleure innovation avec son système de suivi de fichiers. Alors, chacune de ces équipes présentes a su faire preuve de créativité en apportant des solutions concrètes à des problèmes qu'elles rencontrent dans leur pays. Alors, comme chaque semaine, Arzouma Compaoré, un focus de la semaine. Focus de la semaine et aujourd'hui, on s'intéresse à l'accès aux jeux vidéo par les personnes handicapées. Beaucoup de gens aiment jouer à des jeux vidéo, mais prennent pour acquis le fait de tenir et d'utiliser facilement les contrôleurs de jeu. Alors, grâce à Microsoft, les joueurs handicapés pourront dorénavant participer aux parties de jeu comme tout le monde grâce au contrôleur Xbox adaptatif de Microsoft créé spécialement pour les personnes à mobilité limitée. Ces dernières peuvent utiliser différentes parties de leur corps pour jouer. L'existence de plusieurs ports sur le contrôleur va permettre également d'utiliser les anciens accessoires de jeu qu'ils avaient déjà. Alors, il faut noter, John, que c'est le premier contrôleur du genre venant d'une grande marque. Il n'y en a pas encore de comparable pour les consoles PlayStation ou Nintendo. Quand on pense au caractère social des jeux vidéo, on comprend facilement l'importance d'un tel produit vendu 100 $ US l'unité. Et cette partie que j'aime bien, c'est les folies d'invention. Tout à fait, folie de drones. Et les applications commerciales pour drones se multiplient, de la surveillance au monitoring environnemental en passant par le cinéma ou le journalisme. Ces engins volants font désormais partie de notre vie. Que ce soit pour construire des tours de briques ou fabriquer des ponts à l'aide de cordes, les drones ont appris à interagir avec le monde physique. La tendance aujourd'hui, c'est le vol autonome collectif à l'aide d'un système de contrôle dynamique et basé sur de nouvelles techniques de localisation. Comme on peut le voir sur ces images filmées lors d'une présentation de Raffaello d'Andrea au cours d'une conférence TED, ces avancées technologiques ouvrent de nouvelles perspectives à l'expression artistique, comme on voit ici. Grâce à des drones miniatures autonomes, son équipe et lui explorent dorénavant les essais synthétiques basés sur des algorithmes dédiés. Fascinant, n'est-ce pas? Fascinant, et c'est sur ces images donc s'achève Arpotech. Merci Arzouma d'être venu. Merci John. On reste dans le même registre, mais on va au Cameroun. Le secteur de la technologie est pourvoyeur d'emplois pour ceux qui aiment innover. Au Cameroun, justement, une scientifique et enseignante veut s'assurer que les femmes jouent leur partition dans ce boom de la technologie. Sa mission, former des jeunes filles qui vont intégrer le secteur. Abdourahmane Dia. Ces filles qui manipulent ces robots veulent être des cracks de la technologie. 95% des enfants qui ne vont pas à l'école sont des filles. Elles veulent changer cela. D'autres personnes m'inspirent avec leur histoire et je veux me donner les moyens de réussir et inspirer d'autres filles à prendre part à ces activités. Ici, au centre NextGen au Cameroun, une vingtaine de jeunes élèves apprennent à écrire des codes et à fabriquer des robots, ce qui les prépare au marché de l'emploi de demain, mais permet aussi de réduire le gap homme-femme au travail.
Toute jeune fille avec des capacités exceptionnelles est extraordinaire. Il s'agit de les aider à faire ce qu'elles ont envie de faire. D'ailleurs, ça commence par elles. C'est un rêve. Vous prenez le rêve d'une personne et vous aidez cette personne à atteindre le sommet. Au Cameroun, 60% des analphabètes sont des femmes, selon les Nations Unies. En mettant l'accent sur les femmes, le centre NextGen espère sortir plus de femmes de la pauvreté. Nous ne voulons d'une situation où les gens n'atteignent pas leur potentiel parce qu'ils n'en ont pas l'opportunité, donc nous rétablissons l'équilibre. Une opportunité donc pour les filles comme Lynn, qui veut créer un robot qui pourra faciliter les conversations entre les médecins et leurs patients dans des zones reculées. S'ils peuvent parler leur langue et que le robot traduit au médecin, ce dernier pourra diagnostiquer la maladie dont ils souffrent et trouver un remède pour eux. La fondatrice de NextGen a lancé un programme similaire pour former 800 élèves. Une avancée pas seulement pour les femmes, mais pour tous. En effet, selon les Nations Unies, la vie de 3 millions d'enfants serait sauvée dans le monde si toutes les filles avaient reçu une éducation secondaire. On va maintenant parler de sport avec Yacouba Ouedraogo et on commence par la corruption et les sanctions qui vont avec. C'est au Nigeria. Bonsoir Yacouba. Bonsoir John et bonsoir à vous. Amis sportifs, la sanction est tombée pour Salisu Youssouf. L'adjoint de Gueye, notre sélectionneur de l'équipe du Nigeria, a été suspendu pour 1 an par la Fédération nigériane de football. Il a aussi écopé d'une amende de $5 000. Le comité d'éthique et de fair play a reconnu Youssouf coupable d'avoir accepté $1 000 de pot de vin après avoir été pris en photo alors qu'il lui était demandé de sélectionner 2 joueurs pour le championnat d'Afrique des Nations CHAN 2018. Il était alors l'entraîneur des Super Eagles locaux. Et puis, la consécration pour Hakim Ziyech, l'international marocain a été élu joueur de l'année aux Pays-Bas, auteur d'une belle saison 2017-2018 avec l'Ajax Amsterdam, 9 buts et 14 passes décisives en championnat. Le milieu offensif de 25 ans succède ainsi à son compatriote Karim El Ahmadi, honoré la saison passée. Et pour ne rien gâcher au bonheur des supporters de l'Ajax, eh bien, le très convoité Ziyech est resté au club cet été. Du foot toujours, mais ici aux États-Unis cette fois-ci, retenez ce nom, Inter Miami FC, ce sera l'appellation du club de David Beckham en MLS. L'équipe de l'ancien international anglais se lancera dans le championnat nord-américain à Miami en 2020. Beckham avait reçu de la MLS, on se souvient encore en 2007, dans le cadre de son retentissant transfert au Los Angeles Galaxy, le droit de créer une équipe à Miami à un prix réduit, $25 millions contre 150 millions actuellement. Nous restons ici aux États-Unis, bien sûr, mais nous changeons de discipline pour parler de tennis. Rafael Nadal a survécu au crash test Dominique Thiem. Au bout de l'effort et de la nuit, le numéro 1 mondial et tenant du trophée a rallié le dernier carré d'assin de l'US Open à New York. Il a battu l'Autrichien in extremis après 4h49 de combat. Comme il y a 1 an donc, Nadal affrontera le numéro 3 mondial Juan Martín del Potro ce vendredi pour une place en finale. Et puis chez les dames, Serena Williams a dicté sa loi à Karolina Pliskova. De retour à l'US Open, 1 an après avoir donné naissance à sa fille, eh bien, l'Américaine a éjecté la Tchèque en quart de finale 6-4, 6-3. En demi-finale, Serena fera face à la Lettonne Anna Sevastova. Avec ses 23 titres, la cadette des sœurs Williams n'est plus qu'à 2 victoires d'égaler le record absolu de couronne en Grand Chelem détenu par Margaret Court. Voilà donc pour les sports aujourd'hui. On se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Échapper au cycle de la pauvreté et du désespoir est un défi auquel de nombreux enfants africains sont confrontés. Comme les autres enfants du monde entier, tout ce dont ils ont besoin, c'est un mentor et une passion. Cette passion peut alimenter leur progrès et les aider à éviter les mauvaises voies vers la drogue et l'alcool. À Lagos, au Nigeria, Seyi Oluyole a fondé un groupe de danse pour les enfants de la rue qui est devenu populaire et qui leur a permis de connaître un succès immédiat. Suivez ce reportage de Nicolas Akuzwe. Pour tout artiste débutant, créer une vidéo qui devient virale est un rêve devenu réalité. Comme leur nom l'indique en anglais, Dreamcatchers a en fait attrapé un rêve quand une vidéo qu'ils avaient réalisée est devenue virale.
Le groupe de danse est composé de 9 enfants des bidonvilles d'Ikorodu à Lagos, au Nigeria, fondé par Seyi Oluyole pour aider les enfants à sortir de leur milieu défavorisé. Ce qui m'a inspiré à fonder ce groupe est le fait qu'il y a des enfants dans la rue et dans les bidonvilles qui n'ont pas l'opportunité de réaliser leur plein potentiel. Et parce que moi aussi, à un certain moment dans ma vie, j'étais un peu dans la rue avec mes parents, nous avons eu une crise financière et j'aurais aimé que quelqu'un m'offre une opportunité. Alors quand j'ai eu la chance, je voulais offrir à d'autres enfants des opportunités que personne d'autre ne m'a offert. Le but ultime de Seyi n'est pas seulement d'apprendre à ses enfants à danser. Elle veut s'assurer que ses enfants réussissent dans la vie malgré leur piètre passé. Le groupe a des membres dont beaucoup avaient une faible estime de soi, mais maintenant, ils se sentent mieux dans leur peau parce que les gens les voient différemment par rapport auparavant. Maintenant, ils ne sont plus des enfants de la rue, ils portent des vêtements propres, les gens les apprécient quand ils sortent. Aussi, pour ceux qui n'allaient pas à l'école, ils vont maintenant à l'école. Beaucoup ont déjà un parcours de carrière qu'ils aimeraient suivre, ils croient en eux-mêmes et ont plus d'espoir pour l'avenir. Grâce à cette approche holistique visant à comprendre les enfants, à prendre soin d'eux et de leur avenir en tant qu'individus, Seyi a transformé leur image et leur vie. Dreamcatchers a changé ma vie parce qu'avant que je ne vienne ici, je n'allais pas à l'école pendant 3 ans et je ne pouvais pas bien parler anglais. Depuis que j'ai rencontré Dreamcatchers, j'ai commencé à aller à l'école et je peux parler anglais. Voilà. Une collection unique de monnaies anciennes et d'armes fabriquées à partir de pierres et d'articles de fer datant de l'époque de la civilisation hindoue. Et c'est l'œuvre de Yagesh Kumar Pandya, collectionneur de l'État indien du Tamil Nadu. Ce qui a commencé comme un passe-temps est maintenant devenu un travail au quotidien pour Pandya, qui espère ouvrir un musée un jour où il pourra présenter sa collection à la jeunesse du pays. Pandya a recueilli ses articles sur plusieurs années dans diverses régions du pays. Il possède actuellement 50 variétés d'armes différentes et 2000 armes étranges, dont la plupart ont jusqu'à 500 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain était un autre jour. D'ici là, excellente soirée à toutes et à tous.